Et hop, on commence. Ouais. Comment t'as imaginé ce livre, Thriller fantastique à la Défense? Présente-le-moi. Ah, mais c'est que tu viens de le dire. Ouais. C'est un thriller Lovecraftien à la Défense. Comment présenter ce livre? D'où vient le livre? J'ai rencontré une dame, et en fait ça j'ai pas le droit d'en parler. Ça commence bien. Ok, ça fait 25 secondes. Non, je déconne. Excellent. Et ben voilà, c'est dans la boîte, Coco. Non, il faut que tu poses une question plus précise là, parce que je sais pas quoi répondre à ça. Ok, alors Enfin, je peux te répondre à toi, mais en même temps... Oui, non, mais là on n'est pas sur sur Folio. Hein. On est juste entre nous tranquilles. Et puis à la fin on fera les 3 questions de Folio, on changera les trucs. D'où vient ce truc? Eh ben, c'est la suite, c'est la suite. Éditorialement, dans ma tête, je voudrais faire... Non, on recommence depuis le début. En fait, mes bouquins n'existent pas, les bouquins que j'écris par ailleurs n'existent pas en poche, parce que personne ne veut les publier en poche. Et donc du coup, ça fait des années que, comme moi j'achète pas des livres en grand format, et vrai que je me dis c'est un peu dommage, j'aimerais bien avoir des livres en poche. Et donc j'ai commencé à démarcher Pascal Godbillon. Non, une fois même, je lui ai fait un mail et je lui ai dit comment est-ce qu'on fait pour avoir un poche chez Folio SF? Ton copain, c'est ça? C'est ça? Ton copain? Alors il m'a dit non, envoie-moi des propositions. Et donc je lui ai envoyé, et la première proposition qui était le Casse du Continuum. Et une fois qu'il a accepté, qu'il a publié le Casse du Continuum, qui était donc un livre de science-fiction avec des lasers, je lui ai dit directement, mais directement au moment où ça a été publié, je lui ai dit mais j'ai une super idée pour la suite. Il m'a dit attends, tu te calmes. Donc tu vas attendre de voir. Et donc après il m'a dit c'est bon, tu peux proposer ta nouvelle idée. Donc j'ai proposé ma nouvelle idée qui est la Panse. Ouais. Voilà. Et là directement j'ai une nouvelle idée pour le 3e. Et, voilà. Et après j'arrête. Je voudrais faire un livre de fantasy. C'est vrai? Bah oui. Pour avoir la SF, le fantastique et la fantasy. Et après j'arrête, je fais plus jamais rien en poche, je fais que des grands formats ultra chers pour 30 personnes. Chez Actes Sud à 28 €. Peut-être, sans doute. Voilà. Donc l'idée de la Panse, pourquoi la Panse? Alors, l'idée de la Panse, alors ça vient effectivement d'une dame dont je n'ai pas le droit de dire le nom, qui travaille à la Défense, et avec qui j'ai déjeuné un jour pour une raison qui n'a rien à voir, et qui m'a branché là-dessus, qui m'a dit mais la Défense c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses, il y a plein de pistes. Voilà. Et donc du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai exploité ces pistes le moment venu. Et alors quelles sont ces pistes? En fait la Défense, moi, m'intéresse très particulièrement parce que c'est un monstre. Ouais. Voilà. Et donc du coup, ça vient aussi d'un boulot que j'avais fait sur l'avenir du périph', où je m'étais intéressé en fait à cette époque de construction et à ces projets. Voilà. Et donc en gros c'est les 30 Glorieuses en France et la création de projets grandiloquents, totalement démesurés, jamais réalisés en réalité, ou jamais réalisés dans leur totalité. Ouais. Et voilà, et ceux qui ont réussi à s'incarner, ceux qui existent, ont gardé cet aspect monstrueux en fait à la fois le côté, la vision qui est totalement mégalomane et l'investissement qui est totalement délirant. Et dans la Défense, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près tous les 20 ans, il y a un nouvel investissement délirant qui est fait. Et donc pour ne pas s'avouer que le monstre ne vit pas en fait. Et donc du coup, il y a une espèce de truc de réinjecter, de faire massivement, de remettre des sous dans la Défense pour que la Défense ne s'effondre pas sur elle-même. Et donc ça je trouve ça un objet imaginaire complètement dingo. Voilà. Après, il y a des choses très concrètes, qui fait par exemple que la Défense est construite sur une dalle. Donc ça, c'était pas le projet initial, mais à un moment, ils se sont dit qu'ils allaient mettre une dalle. Et donc, dans la dalle, ils allaient faire tous les flux de circulation qui ne soient pas des flux de circulation piétons. Mais le truc, c'est que dans la dalle, il y a aussi tous les vides techniques de tous les immeubles, qui font parmi les plus grands immeubles de France. Et que c'est une intrication de réseau dont personne n'a le plan. Et ça, c'est complètement dingo. Et qui permet de dissimuler des choses dans la profondeur de la dalle. Donc il y a des choses qu'on connaît, comme il y a une station, enfin il y a un vide qui a été créé pour une station de RER qui n'a jamais été mise en service. Donc il y a l'espace vide d'une gare RER sous le centre commercial des 4 temps. Il y a comment ça s'appelle? Il y avait un des ingénieurs était à la colle avec un artiste contemporain de l'époque, et donc lui a filé un atelier d'artiste qui est dans une boucle de l'autoroute qui est insérée dans la dalle. Et dans cet atelier d'artiste, il a construit une sculpture monumentale dont on ne peut rien faire, qui est toujours là, donc qui s'appelle le Monstre, et qui est une sculpture qui est tellement gigantesque qu'on ne peut évidemment pas la sortir, et comme c'est à l'intérieur de la dalle, dans un endroit inaccessible, on ne peut pas la visiter non plus. Voilà.
Et donc du coup, régulièrement, il y a des... je crois qu'il y a eu des investisseurs saoudiens qui sont venus parce qu'ils voulaient acheter le truc. En fait, on peut rien en faire. Donc épisodiquement, ils se posent la question de savoir comment rendre le monstre accessible. En fait, ça ne va pas se produire, je pense. Parce que... Voilà. Donc il y a quelque chose qui titille l'imaginaire dans cet endroit. La création de mythologie urbaine, quoi. Tout est réuni, quoi. Absolument, absolument. Et puis après, voilà, après moi pour le bouquin, j'ai cherché dans l'histoire. En fait, il y a de l'histoire récente qui est super intéressante aussi parce que l'histoire de la Défense, c'est aussi l'histoire. En fait, dans la Défense, il y a deux zones. Il y a le quartier d'affaires, qui est la zone A, et il y a la zone B. Et la zone B, c'était en gros le relogement du bidonville de Nanterre, qui était à l'époque le plus gros bidonville de France. Et donc, c'est aussi l'invention du logement social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double rêve dans la Défense qui est à la fois d'avoir une espèce de quartier d'affaires et des prouesses architecturales comme ils ont fait à l'époque, comme le CNIT par exemple. Il y a quelques espèces de délires technocratiques comme ça, mais il y a aussi un vrai souci social et il y a pas mal de gens qui sont associés à ce projet qui étaient des architectes utopistes. Enfin, il y a aussi la vraie question de comment reloger tous ces gens. Voilà. Et donc directement quand on est sur l'esplanade de la Défense, quand on est face à la Grande Arche, directement à gauche, en fait, il y a une cité HLM qui s'appelle, elle a un vrai nom, la cité Pablo Picasso, je crois, mais que tout le monde appelle les tours nuages parce que les tours elles-mêmes sont absolument incroyables. Enfin, c'est un truc d'architecte avec un plan de nuage au sol et des fenêtres en forme de gouttes. Et voilà, et qui est juste à 2 pas du siège d'une immense banque, mais qui reste des HLM, vraiment HLM, mais avec du coup des touristes qui viennent du monde entier pour prendre en photo ces témoins architecturaux d'une époque. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et sur l'ambiance aujourd'hui du quartier d'affaires Alors en fait, le truc qui est rigolo, c'est que c'est un quartier d'affaires, mais c'est aussi un quartier d'habitation. Il y a plein de gens qui habitent à la Défense, en fait. Il y a vraiment plein de gens, sur la dalle elle-même, dans cette zone-là. Et du coup, ça, c'est assez rigolo ici, parce que du coup, il y a tout pour que les gens puissent vivre. Il y a des supérettes, il y a des bistrots, et il y a un rythme dans la semaine qui fait que, en gros, entre le vendredi soir, en fait, tous les gens traînent encore parce qu'ils vont se saouler. Donc il y a un truc de fin de semaine, happy hour. Et ensuite, ils rentrent chez eux. Et entre le vendredi minuit et le dimanche soir, en fait, il n'y a plus personne, enfin, les bureaux ne tournent plus, et donc il n'y a plus que les gens qui habitent sur place. Et du coup, ça crée une atmosphère extrêmement différente. Et voilà, et le fait aussi de pouvoir circuler que à pied dans cet espace qui est totalement sans proportion à l'échelle humaine, en fait, parce qu'on a l'impression, on voit super loin, on a une super perspective, on a l'impression que tout est prêt, en fait c'est très loin, il faut marcher, il faut trotter. Voilà. Et puis c'est un espèce de labyrinthe en hauteur, et il y a beaucoup de portes ouvertes. En fait, c'était aussi ça que m'avait dit la dame, c'est que comme c'est un endroit assez excentré, il y a très peu de gens qui vont pour autre chose que pour le boulot. Et que du coup, presque toutes les portes sont ouvertes, en fait. Donc tu peux descendre dans les galeries techniques, tu peux circuler, voilà. Et il y a du coup une population aussi de SDF qui habite dans les premières strates de la dalle, en fait, parce que c'est à l'abri, c'est chauffé. Mais le réseau lui-même est absolument gigantesque et tu peux passer, en continuité, passer d'un chantier à un parking souterrain, à des galeries techniques, à un hall très chic, à un centre commercial péteux, voilà. Sans jamais voir la lumière du jour. Il y a ça, ouais. Comment est-ce que toi tu as travaillé? T'avais des plans? Il existe des plans de la Défense? Alors moi j'ai pas travaillé sur plan. Alors déjà moi j'habite pas à Paris, donc j'ai été assez peu. Enfin j'étais assez peu. Je suis allé faire de la documentation sur place et je suis y compris allé passer. Je suis allé dormir sur place, aller essayer de voir à quoi ça ressemble la nuit et explorer un peu. Et après non, j'ai respecté l'architecture physique du lieu. Enfin j'ai fait des photos, j'ai fait des repérages, mais j'ai pas travaillé sur plan. Mais en même temps avec Google Earth, tu te débrouilles pas mal. Parle-nous peut-être de ton héros, Bastien, qui cherche sa sœur jumelle. Comment tu l'as composé, ce mec-là? Je l'ai assez peu composé. C'est pas un personnage très intéressant parce que c'est mon vecteur. Je devrais pas dire ça du tout, c'est pas comme ça qu'on voit un peu. Mon héros il est pas intéressant du tout. Mais non, mais après, comment j'ai composé Bastien? J'ai pas trop réfléchi. Bastien, c'est mon point de vue. Après, en fait, je suis assez persuadé que pour qu'un récit fantastique fonctionne, il faut qu'il soit le plus réaliste possible. Donc, j'ai essayé vraiment minutieusement d'être réaliste. Et donc, du coup, pour Bastien, j'ai utilisé en gros des trucs que je connais de Parisien. Il habite dans un appartement d'un copain.
voilà, j'ai essayé de reconstituer des choses que je connaissais vraiment, c'est le bistrot que je connais. Voilà. Et une expérience de vie qui n'est pas si différente de la mienne, en fait. Il a à peu près mon âge. Et voilà. Très bien. Voilà, il est beaucoup plus dépressif que moi. Mais... c'est le personnage. C'est un personnage, ouais. Et puis il a une soeur jumelle, ce qui n'est pas vraiment mon cas non plus. Tu dis qu'il est fantastique et qu'il reste assez proche de la réalité. Alors du coup, même si on est avant la sortie du livre, donc on va pas trop en dire, la part de fantastique, à quoi te sert le fantastique? Ça aurait pu être un thriller classique non, dans les entrailles de la défense, quoi. Ouais, mais non, parce que après... le réalisme ne m'intéresse pas beaucoup en règle générale, déjà pour commencer. Et par ailleurs, ce qui est vraiment cool avec la défense, c'est le monstre en fait. Enfin, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin de raconter, comment dire, la métaphore réifiée du fantastique fonctionne vraiment bien parce que quand on s'y rend, on se rend compte qu'il y a un problème. Enfin, c'est un endroit où il y a un problème. Il y a nécessairement un problème. Enfin, c'est pas un endroit où on peut avoir une relation apaisée ou neutre. Voilà, donc on peut être fasciné, on peut être effrayé. Mais parce que ça a été conçu pour ça en fait, c'est vraiment un objet, voilà. Donc après le fait de faire des glissements vers un fantastique, c'est assez difficile à décrire. Après moi j'avais un projet aussi derrière, c'était de faire un bouquin Lovecraftien, voilà. Et donc du coup ça impliqué nécessairement du fantastique, mais je pense que là-dessus c'est aussi, à vrai dire je pense que c'est un bouquin qui est un peu déroutant dans les deux sens, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on voit trop vite le pourquoi du comment Lovecraftien, pour les gens qui s'y connaissent bien. Mais du coup, je pense que pour les gens qui lisent pas de fantastique, l'aspect fantastique est assez ténu en fait. Il est assez lointain et diffus. Il y a quelque chose par contre de vraiment inquiétant, parce que j'ai essayé autant que faire se peut, grâce aussi à Laurent Clodier qui m'a coaché là-dessus, de faire en sorte que ce qui fait peur fasse peur, parce que c'est à la fois très logique et en même temps pas du tout intuitif, enfin comme un truc Lovecraftien. Pas concevable humainement parlant. Voilà. Exactement, mais c'est souvent ça l'idée, c'est avec des échelles de temps ou des échelles de taille qui sont juste tellement aberrantes que... Voilà. Et après par contre, c'est même du Lovecraft très l'appel de Cthulhu en fait, parce que le biais de la Lovecrafterie, ça passe par la société des cultistes en fait. C'est-à-dire que Bastien, la construction du roman, c'est un roman d'infiltration dans ce qui ressemble à une secte en fait. Voilà, parce qu'il soupçonne que sa sœur a été embringuée dans une secte et donc il fait mine de vouloir lui-même adhérer à la secte pour essayer de retrouver sa sœur. Et le truc, c'est que voilà, c'est une secte qui est organisée autour de quelque chose qui ressemble à de la typologie, mais qui malheureusement pourrait avoir un fond de vérité, et que ce fond de vérité, on n'a pas nécessairement envie de le connaître. Un mot sur le titre. Ouais. La Panse. Est-ce que tu peux il est très très bien. Il me plaît beaucoup. on est avant le livre, donc avant la sortie. Est-ce qu'on peut l'expliquer est-ce que tu peux te dire d'où il vient, ou est-ce qu'on le comprend à la fin et Dans quel sens? Ah non, on le comprend tout de suite. La Panse, c'est le nom de cette société secrète. Donc d'accord, donc ça va. Ok. Et alors après le titre est venu à peu près en même temps que l'idée du livre. Voilà, et je me suis dit, il faut que ça s'appelle La Panse. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais je trouve ça cool. J'aime bien. Alors pour plusieurs. Après, en cherchant autour de La Panse, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs choses. C'est que c'est un organe avec des cellules. Je crois pas du tout qu'on dise comme ça. Il y a des poches en fait. C'est le principe. La différence entre une panse d'un ruminant et un estomac, c'est qu'il y a différentes poches, et voilà, qui ont des noms. Et tous les noms, ils sont cool. Ils sont cool en français, ils sont cool en latin. Donc j'ai utilisé en fait ça comme une façon de, les grades à l'intérieur de la secte en fonction des endroits où on est. Si on est dans la panse, dans la caillette, dans le feuillet, etc. Et par ailleurs, ça m'est venu en même temps. Et je sais pas. J'aime bien. Je crois qu'il y a un côté c'est un peu absurde parce que ça ressemble pas, mais genre le ventre de Paris. Enfin, il y a une idée de... ouais, et puis voilà, il y a le côté boyau, quoi. Enfin, il y a le côté, on est à l'intérieur de quelque chose, et voilà, la panse, c'est typiquement une cavité organique, et qui, par ailleurs, a comme mission principale de te dissoudre. Ouais, de te bouffer. Voilà. C'est une métaphore culinaire. Voilà, exactement. Oui, et il y a bien évidemment beaucoup de choses sur la nourriture. Enfin, beaucoup. C'est une préoccupation, la nourriture. Oui. Ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, qu'est-ce qui est avalé. Mais je n'en dis pas plus. Ah, on n'en dit pas. Ça marche. C'est un roman qui a été long à écrire? Pas du tout. Pas du tout? Non, je l'ai écrit très vite.
Faut pas dire ça. Faut pas dire ça non. Mais non, c'est assez facile de voir à quelle vitesse je l'écris parce qu'en fait, ça c'est le. Sur chaque livre, j'essaie d'avoir une petite blague à moi. Et même ma blague à moi sur ce livre-là, c'est que les entrées, en fait, c'est décomposé en journées. Ouais. Et les entrées de journée correspondent à mes journées d'écriture, en fait, à peu près, grosso modo, j'ai un peu triché. Et donc, du coup, toutes les dates auxquelles se passe l'action, ce sont les dates auxquelles j'ai écrit le texte. Et donc, du coup, il suffit de voir de quelle date on part de début janvier, on va dire. Et ça, après, j'ai fait j'ai fait l'épilogue, je l'ai écrit en début mai, mais j'ai tout écrit entre janvier et mars 2016. Ouais. Et donc, du coup, ce qui fait que pour le truc de réalisme, c'est que la météo, par exemple, c'est la météo exacte. Quand il y a un titre de journal, ou quand il écoute les trucs à la radio, ou quand il regarde des trucs à la télé, c'est le programme télé, j'ai les trucs sous les yeux. Ça te donne un rythme, toi, en tant qu'écrivain, que ça colle un petit peu comme ça ou... Non, ça me donne un rythme plus ou moins. Là, c'était vraiment pour faire la blague, parce qu'en fait, il y a une autre dimension dans le bouquin qui est sans doute pas très lisible, et c'est tant mieux parce que c'était pas le but, mais c'est que c'est un livre sur le travail, en fait. En fait, c'est mon livre sur la loi de travail. C'était mon cri sur la loi de travail. Bien. Mais sauf que c'était juste avant. Mais donc, du coup, il y a cette dimension, c'est-à-dire que un des modes d'aliénation de la panse, je vais arrêter de tout spoiler, mais c'est de faire bosser les gens, en fait. C'est que les gens dans la panse c'est une secte, mais c'est aussi une entreprise. Et donc, les gens, ils travaillent jusqu'à l'épuisement pour la panse, pour le bien-être de la panse. Et donc, du coup, c'était aussi de faire ce parallèle entre ce qui arrive à Bastien et ce qui est mon travail, en fait. C'est que je suis en train de travailler pour écrire ce livre et de montrer le processus du travail de l'aliénation, et moi-même je deviens fou en écrivant ce livre, et ensuite j'ai des révélations à la fin, et après je peux pas vous en dire plus, sans mettre votre santé mentale en danger. Ça marche. Et alors parlons de la suite maintenant, enfin de la suite du prochain, de la fantasy. Ouais, alors j'ai pas le droit d'en parler dans la mesure t'as pas le droit d'en parler, enfin j'ai pas le droit d'en parler parce que je l'ai dit à Pascal que j'allais le faire, mais il m'a dit oulala, on va attendre que celui-là soit sorti, donc mais j'aimerais bien. Tu bosses sur quoi là? Et là, sur quoi je bosse? Je bosse sur un feuilleton documentaire numérique. Le Norn. On avait fait le Norn avec Luvan et Laure Afchin il y a 2 ans. Et donc là, on fait un nouveau projet. On a un nouveau projet qui tourne autour de la guerre d'Espagne et qui est complètement dingo. Et ça va commencer en avril. Cool. Voilà. Et il y a un autre livre qui sort, j'ai le droit, je peux continuer. Bien sûr, il y a un autre livre qui sort aux éditions Scylla en début juin, qui est un recueil de nouvelles avec une novella à l'intérieur, voilà, dans un univers totalement différent de tout, et dans lequel j'écris depuis un peu plus de 5 ans. Voilà, donc c'est le recueil des textes de cet univers qui s'appelle Point du jour, et qui est un univers qu'on a développé avec Stéphane Perger. Donc il y aura des dessins dedans. C'était cool. Très bien. Un hippocampe. Bon bah ça marche, je te remercie. Hop. C'est bon, et un hippocampe, c'est bon, tu les as tes 25 secondes. Non, pas encore. Un hippocampe. 25 secondes d'hippocampe. C'est bon, t'achètes la panse. Ouais. Je t'ai bien vendu là. Là j'ai senti qu'à un moment tu voulais.